chanteront le temps des cerises et Gai Rossignol et Merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des fondants d'oreilles. Bonsoir à toutes et tous. Donc, bienvenue sur la place Jean Jaurès. C'est avec un grand plaisir que je me présente, Boris Chenot d'Ensemble du département. C'est avec un grand plaisir que j'introduis ce premier meeting, cette première réunion publique de cette fabuleuse aventure qu'on va commencer tous ensemble dès ce soir, qui est la campagne de la gauche réunie pour la 5e circonscription de l'Hérault. Donc à Ensemble, ça faisait des mois et des mois qu'on travaillait depuis août dernier pour qu'il y ait des candidatures unitaires de la France Insoumise, du PC, d'Ensemble et des Frondeurs. On a cru à un moment donné, après les primaires de la gauche, les primaires de la Grande Alliance, avec la sortie de Benoît Hamon, que ça allait être possible, que peut-être on arriverait à faire entendre raison et que la gauche s'unisse pour qu'elle gagne, pour qu'enfin une alternative sociale, écologique et démocratiste naisse dans ce pays. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais heureusement, dans l'Hérault, on a continué à travailler et il y a des gens qui sont très raisonnables, il y a des gens qui sont sages, il y a des gens qui sont patients et qui savent qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent, qui nous divisent. Et donc on a cette fois-ci trois porte-paroles pour cette gauche unie, cette gauche antilibérale qui donc va batailler pendant cette campagne législative et qui va batailler après au Parlement. Donc merci d'être là ce soir. On va tous maintenant faire campagne. On va pas ménager nos efforts pour que cette campagne soit victorieuse. On n'est pas là pour la biodiversité de la gauche, mais pour gagner. On est là pour avoir un député, une suppléante et des porte-paroles qui continuent leur travail après sur le terrain pour défendre les services publics, pour défendre l'agriculture, pour défendre la démocratie. Et on en aura bien besoin parce qu'avec Macron et toute sa clique et les mesures antisociales qui nous préparent, si on n'a pas des points d'appui au Parlement pour être le relais, le levier des mobilisations sociales qui vont commencer dès le deuxième tour des législatives passées, eh ben, on ne pourra pas y arriver. Mais là, on va y arriver justement grâce à tout ça. Donc merci bien, bonne soirée. Je laisse passer la parole à Serge, porte-parole de cette candidature plurielle et de la gauche unie. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus. Donc aujourd'hui, on a décidé pour la véritable ouverture de cette campagne aujourd'hui de faire un meeting ici à Capestan où Pierre est bien sûr maire. Pour ma part, je suis porte-parole de cette candidature. Je l'avais été, vous le savez, et puis après une réflexion, une grande réflexion, il y avait une ouverture qui se faisait, comme l'a dit Boris. Je pense que le fil rouge peut se déplacer, parce qu'aujourd'hui, le peuple est plus large que la France Insoumise, et aujourd'hui, c'est la première grande initiative au niveau de la France, de France Insoumise. On est là, voilà. Donc aujourd'hui, on a Pierre et Catherine aujourd'hui qui sont investis. Moi, je suis très heureux parce que je savais déjà ce qui se passait sur la commune de Capessan. Mais depuis que je côtoie Pierre, j'y vois des valeurs qui sont comme les miennes, quoi. Donc je suis très honoré. Et donc je vous demande absolument de croire en Pierre. Je pense que sur cette circonscription, on peut réussir. On a toutes les chances de réussir, donc n'hésitez pas. Pour moi aussi, en tant que paysan, je suis un peu la caution verte. La caution verte. Donc sur cette campagne-là, j'adresserai
les mots et les soutiens les plus forts aux agriculteurs, aux paysans, à l'environnement, où il faut absolument faire très attention, hein, les gaz de schiste, l'utilisation de l'eau. Hein, l'eau va devenir un sujet très important. Hein, donc ça sera, tous ces sujets-là seront débattus pendant la campagne. Voilà. Donc écoutez, moi je vous demande d'être autour de nous soutenir tout au long de la campagne, de tracter, parce que ce travail est très important. Hein, c'est ce travail qui nous permet des fois de gagner des voix supplémentaires aujourd'hui. Donc on sera sur l'ensemble des cantons, on interviendra dans tous les chefs-lieux de canton, et on fait la plupart des grands marchés de ce canton. Voilà. Donc vous nous verrez certainement, et n'hésitez pas de venir de consolider nos troupes. Hein. Voilà. Je vous remercie et je laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. En tant que syndicaliste depuis près de 20 ans, je défends les droits des salariés qui ne cessent d'être remis en cause ces dernières années. Le gouvernement Macron, fraîchement élu, nous annonce déjà vouloir légiférer par ordonnance pour continuer la casse du Code du travail, alors même que les effets de la loi travail commencent à se faire sentir sur les entreprises, en fixant par accord d'entreprise le paiement des heures supplémentaires à 10% au lieu de 25%. Les retraités ne seront pas en reste avec ce gouvernement de droite qui prévoit l'augmentation de la CSG de 1,7%, ce qui va baisser les pensions et les retraites, y compris pour les plus petites d'entre elles. Il nous faut absolument élire un député issu de la gauche unitaire à l'Assemblée nationale afin de défendre les droits des citoyens et s'opposer aux ordonnances que veut faire passer Emmanuel Macron sans aucun débat parlementaire, c'est-à-dire sans aucun respect du débat démocratique. Il nous faut élire un grand nombre de députés pour peser sur les choix néfastes de ce gouvernement qu'il sera en capacité de nous imposer s'il n'existe pas de majorité élue à l'Assemblée nationale pour contrer les mauvais coups à venir. Élire des députés qui feront le choix de politiques volontaristes et proposeront des lois pour répondre à la fois à l'urgence écologique et à l'urgence sociale, dans le souci de préserver notre patrimoine naturel pour nous et pour les générations futures. Pour cela, il faut développer des activités respectueuses de notre environnement, créatrices de richesses et d'emplois qui revitaliseront nos communes. Car ne nous y trompons pas, les moyens existent. L'argent, il y en a en France. Je vous rappelle que la France est la 5e puissance économique au monde, que les entreprises du CAC 40 ont versé ces dernières années plus de 500 milliards aux actionnaires en tant que dividendes. Voilà. Tout est question de choix budgétaires et de volonté politique. Voulons-nous continuer à baisser les charges des grandes entreprises pour lesquelles plus de 40 milliards ont été versés sans contrepartie en termes d'emploi? Nous sommes au contraire persuadés que l'action du gouvernement doit porter sur la relance de l'activité de nos PME et TPE, les très petites entreprises, qui, elles, créent de l'emploi non délocalisable, en adoptant des mesures en faveur de ces dernières, car l'impôt doit être plus équitable entre les PME et les TPE et les grands groupes. Il nous faut donc élire des députés de gauche pour défendre le maintien et le développement des services publics de proximité qui constituent une réponse aux besoins des populations et qui assurent la cohésion sociale d'un territoire ou d'un bassin de vie. Il nous faut élire des députés humanistes et progressistes pour s'opposer à tout recul sociétal. Il nous faut rester vigilants, car en Europe, le droit à l'IVG est remis en cause. Et le Front National souhaitait limiter l'accès au planning familial à l'occasion des dernières élections régionales. Il nous faut, et il nous faudra encore et encore, se mobiliser pour que l'égalité réelle entre les femmes et les hommes devienne effective. En effet, encore de nos jours, il existe une différence de salaire entre une femme et un homme, à travail égal bien entendu, qui est de l'ordre de 15 à 25% selon les entreprises. Cela est inacceptable au XXIe siècle. Je m'engage donc aux côtés de Pierre Paulard en tant que suppléante pour porter ensemble un projet de rassemblement citoyen, car seul un rassemblement de la gauche citoyenne nous permettra de faire barrage aux idées de haine, d'exclusion, de repli sur soi prônées par le Front National. Merci.
Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc c'est un plaisir pour moi d'être devant vous ce soir, donc sur la place Jean Jaurès. Donc cet homme de gauche qui a payé de sa vie son engagement pour le progrès social et pour la paix. Donc il nous a semblé tout naturel de faire ce premier meeting sur cette place. Et donc avant de commencer, je tenais à remercier donc évidemment Catherine pour sa présence à mes côtés, Serge aussi pour sa hauteur de vue, pour avoir rejoint notre rassemblement, Boris aussi pour le soutien d'ensemble. Donc, et puis vous toutes et vous tous, j'en vois beaucoup, qui travaillent beaucoup pour cette campagne, le tractage, l'affichage, et c'est vrai qu'on a besoin de toutes les forces vives du territoire, et je vois que cette grande circonscription, ce soir, elle est largement représentée à Capestan. Il y a beaucoup de Capestanais aussi, mais il y a aussi des militants de l'ensemble du territoire. Et donc, avant de débuter, je tenais vraiment à vous remercier pour votre engagement, parce que cette campagne, elle sera courte, mais elle sera intense, et on a besoin de vous toutes et vous tous pour travailler sur le terrain. Donc, effectivement, cette candidature, c'est une candidature de rassemblement évidemment de la France insoumise, d'ensemble, du Parti ouvrier indépendant qui appelle à voter pour nous, qui nous soutient, et donc il est représenté ici, et également toutes celles et tous ceux qui pensaient qu'une candidature unique, Mélenchon, Hamon, Jadot, aurait été porteuse de succès. Et effectivement, ce qui n'a pas été possible au niveau national le devient sur le territoire. Ce rassemblement, pourquoi ? Pas pour se faire plaisir, pas pour se tenir chaud, mais ce rassemblement, c'est pour se donner de la force. Parce que de la force, on va en avoir besoin, parce que ces élections législatives, c'est le 3e tour de l'élection présidentielle. Donc l'enjeu, il est vraiment important. Parce qu'effectivement, certes, Emmanuel Macron a été élu, il a été élu président. Après, il faut voir comment il a été élu. Sur la 5e circonscription, par exemple, il y a en gros un tiers des voix qui sont allées à Macron, un tiers des voix qui sont allées à Marine Le Pen, et un tiers des électeurs, soit qui ont voté blanc, soit qui n'ont pas voté. Et donc après, on nous dit qu'il faudrait donner une majorité à ce président parce qu'il aurait été largement élu. En fait, ce n'est pas le cas. On s'en aperçoit sur le territoire et partout en France. L'abstention et les votes blancs a été à un niveau très élevé. Et donc, il ne faut pas lui donner les pleins pouvoirs. On nous dit qu'il lui faut une majorité pour agir. Non, nous, justement, on ne veut pas qu'il agisse. On ne veut pas qu'il agisse dans le sens qu'il donne. Parce que Emmanuel Macron, au début, on se demandait s'il était socialiste. Ensuite, on s'est demandé s'il était de gauche. Ensuite, on a vu qu'il était de gauche et en même temps, comme il dit, et en même temps de droite. Et maintenant, on s'aperçoit de quoi ? Finalement, qu'il est de droite. Parce qu'il a nommé un Premier ministre républicain. Les deux postes, on peut dire les deux postes majeurs pour la vie quotidienne, c'est-à-dire l'économie, les finances, les comptes publics, c'est des ministres républicains. Donc voilà, on est vraiment dans une logique de casse sociale qui va se produire. Catherine l'a rappelé, augmentation de 1,7 point de la CSG, baisse de l'ISF, plus de liberté donnée aux écoles. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est-à-dire que si on laisse les directeurs d'école, les responsables d'établissement embaucher des enseignants, les meilleurs iront dans les meilleures écoles, et au final, qu'est-ce que ça fait ? Ça ouvre la porte au grand marché de l'éducation que souhaitent les libéraux. Et puis, effectivement, il y a l'enjeu majeur, c'est le code du travail. Voilà, parce qu'on veut aller vite, d'après le gouvernement, comme si aller vite c'était un critère de qualité, on veut aller vite pour réformer le code du travail. Comme si le code du travail c'était l'ennemi de l'emploi. Comme si une entreprise, elle embauchait parce qu'elle sait qu'elle peut licencier facilement. C'est faux. Une entreprise, elle embauche parce qu'elle a un carnet de commandes et parce qu'elle a des perspectives. Donc toute cette logique-là, il faut la mettre en défaut. Et effectivement, on a le choix. J'étais ce matin sur le marché de Bédarieux, et il y a une dame qui me dit au présidentiel, on n'a pas eu le choix. On m'a dit que j'avais pas le choix, qu'il fallait voter Macron. Alors moi j'ai répondu, effectivement peut-être que vous n'aviez pas le choix au présidentiel, mais aux législatives, vous avez le choix. Et ce choix, c'est l'avenir en commun. Voilà. Parce que sinon, quelle est l'alternative d'opposition ? C'est le Front National,
qui se présente comme le parti des oubliés du système, comme le parti des pauvres, des précaires, ainsi de suite. Sauf que le Front National, il est à l'image de sa présidente. Et l'image de sa présidente, Marine Le Pen, on l'a vu lors du débat. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui surfe sur les peurs, mais qui ne maîtrise pas ses dossiers, qui s'en fout. Voilà. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est faire, fructifier la PME familiale qu'est le Front National. Moi, j'aime bien les PME, mais celle-là, je l'aime pas. Donc, le Front National, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut regarder aussi concrètement, quand ils sont aux commandes, ce que c'est. Voilà. Parce qu'ils ont quelques municipalités. Et quand on s'intéresse à ce qu'ils ont fait dans ces municipalités, alors j'ai pris un papier pour rien oublier. Pardon. Donc au Pontet, à Villers-Cotterêts, à Mantes-la-Ville, à Beaucaire, augmentation du prix de la cantine. La cantine est réservée aux enfants dont les deux parents travaillent. À Fréjus, baisse des subventions aux centres sociaux. À Cogolin, 46% de baisse de subventions au CCAS. À Béziers, suppression de l'accueil le matin à l'école, et c'est réservé aux enfants dont les deux parents travaillent. Donc c'est facile de chercher du boulot quand on ne peut pas faire garder son gamin, c'est sûr. À Fréjus, 20% de baisse sur le budget des écoles. À Béziers encore, suppression de l'étude surveillée. À Hénin-Beaumont, 155 000 € de plus pour les frais de réception. À Beaucaire, moins 50% sur le budget d'achat des livres à la bibliothèque, mais plus 340% sur le budget des frais de mission, plus 16% sur les déplacements. À Béziers, la communication, c'est passé de 200 000 € à 730 000 €. Et à Mantes-la-Ville, 22% de baisse de subventions aux associations, et à Beaucaire, 27% de baisse de subventions aux associations. Et les associations, c'est quand même ce qui fait vivre aussi le tissu social et qui s'occupe de tout le monde. Donc voilà ce que c'est concrètement le Front National, et c'est à ces gens-là qu'on voudrait confier la défense des plus fragiles. Donc voilà, il faut vraiment regarder et expliquer aux gens qui sont tentés par le Front National ce que c'est concrètement le Front National quand ils sont aux commandes. Alors oui, il y a beaucoup d'électeurs sur nos territoires qui sont effectivement attirés par le Front National. Alors ceux-là, il faut effectivement les faire revenir à nous, mais pas en leur faisant la morale ou les gros yeux. Il faut les convaincre, parce que finalement la politique, c'est pas très compliqué. La politique, c'est quoi? C'est dessiner un chemin, un projet, et puis convaincre les gens que c'est le meilleur. C'est ça la politique. Et ce chemin, ce projet, on l'a. C'est l'avenir en commun. Un projet cohérent qui répond aux 3 urgences de notre société. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est là-dessus qu'il faut convaincre. Et c'est pas en engueulant les gens qu'on les fera voter pour nous, c'est en les convainquant qu'on a des solutions à leur apporter à leurs problématiques du quotidien. Et c'est ça qui est important. Alors on nous dit aussi des fois que, oui, l'avenir en commun, c'est joli, c'est un beau projet, mais c'est utopique. Ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible. Alors à cela, moi je dis des choses très simples. Aujourd'hui, dans notre société, il y a des choses impossibles qui existent. Il y a des choses impossibles. Les congés payés, c'est impossible. Vous imaginez, payer les gens à rien foutre. C'est pas possible. Eh bien ça marche, on l'a fait. La sécurité sociale, c'est pas possible la sécurité sociale. Ben oui, je cotise selon mes moyens et je bénéficie selon mes besoins. C'est fou, c'est anti-économique. Et bien pourtant ça marche, et ça marche même très bien. Donc voilà, la différence entre ce qui est impossible et ce qui est possible, c'est la volonté politique. Et c'est ça qui est au cœur de notre démarche et de l'avenir en commun. C'est la volonté politique de faire changer les choses pour le progrès humain et pour l'intérêt général. Alors c'est vrai que depuis les années 80, les libéraux nous ont fait croire que la volonté politique, ça n'avait plus de sens. On nous répète, il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. Ça, c'est Madame Thatcher qui l'avait inventé dans les années 80. Il y a aussi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui dit « Il n'y a pas de choix démocratique face au traité européen ». Ça, c'est quand même phénoménal. Donc voilà, les libéraux se sont employés, et ils ont fait fort là-dessus, à nous dire que la volonté politique, ça ne servait plus à rien, que finalement on était dans une mécanique, dans une logique, quelque chose qui tombe du ciel, la mondialisation, la libéralisation, voilà. Mais tout ça, c'est le résultat de choix politiques. Et ce que des choix politiques ont pu faire, d'autres choix politiques peuvent le défaire. Et c'est là-dessus qu'on doit jouer. Parce que le résultat de ces politiques libérales depuis des années, c'est quoi?
c'est l'augmentation du chômage, l'augmentation des inégalités, de la misère, la mise en concurrence des modèles sociaux. Et leur logique, c'est toujours de dire il faut baisser les charges, il faut baisser les impôts des plus riches. Parce que si on enrichit les plus riches, par le ruissellement, comme ils disent, c'est-à-dire que ça va descendre petit à petit sur les plus pauvres. Ça ne marche pas. Alors leur argument, c'est de dire aussi que ce qu'ils ont fait, là, les baisses de charges, ainsi de suite, c'est qu'on n'est pas allé assez loin. Il faut aller encore plus loin. Et que sur le long terme, ça marche. Sauf que, comme disait l'économiste Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Donc, il faut arrêter avec ces politiques. Et c'est ça, tout l'enjeu qui s'ouvre à nous. Alors, effectivement, les libéraux donc, ont essayé de nous convaincre de ça, de nous dire qu'il n'y a plus d'argent, que voilà, on est obligé de faire ce qu'ils disent parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, ainsi de suite. Bon. Sauf que l'austérité, c'est toujours pour les autres, c'est pas pour eux. Quand on entend ces patrons de grandes sociétés qui nous disent qu'ils ne peuvent pas être payés moins que les patrons américains, mais que de l'autre côté, leurs salariés, nous, on ne peut pas être payés plus que les Chinois. Ça, c'est quand même une belle logique. Donc il faut sortir de ce schéma. Et pour ça, effectivement, de l'argent, il y en a. La France, par exemple, c'est le pays d'Europe qui compte le plus de millionnaires. Je vais vous donner juste un exemple qui m'a marqué. La dernière Bugatti, bon, 3 millions d'euros, pièce, la voiture. Il y a eu 500 commandes. Ils ont explosé les scores, ils pensaient en faire 100, il y a eu 500 commandes. Donc ça veut dire que de l'argent, il y en a. Voilà. Et notamment en Europe. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a 45% de la population qui dit que leurs revenus ne leur permettent pas de boucler leur budget. Il y a 51% des ouvriers qui comptent à chaque fin de mois à 5 € près. Voilà, c'est ça le résultat de la logique qu'on nous impose depuis des années et de laquelle il faut sortir. Et pour sortir, la porte de sortie, c'est, du moins chez nous, en France, là, c'est l'avenir en commun. Parce que l'avenir en commun, ça permet de répondre aux 3 urgences auxquelles nous sommes confrontés. L'urgence sociale, l'urgence écologique et l'urgence démocratique. Et dans chacun de ces points, bon évidemment je ne vais pas vous lire l'avenir en commun, hein, c'est pas le sujet ce soir, mais simplement dans chacun de ces sujets, il y a des solutions concrètes. Alors bon, je vais en donner quelques-unes quand même, parce qu'il faut montrer que voilà, c'est quelque chose de construit, qu'il y a des choses cohérentes et des choses précises qu'on propose. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple sur l'emploi. L'emploi, ça va mieux. Non, ça ne va pas mieux. Parce que depuis 10 ans, il y a, toutes catégories confondues, 10 millions de chômeurs de plus. Et depuis 5 ans, 1 million de chômeurs de plus. Donc on ne peut pas dire que l'emploi, ça va mieux. Alors, apparemment, on aurait tout essayé contre le chômage, mais il y a des choses qu'on n'a pas forcément essayé. Par exemple, reprendre le chemin de la réduction du temps de travail. Ça, c'est quelque chose qui... Parce qu'aujourd'hui, la réduction du temps de travail, on nous dit, vous partagez le travail. Mais aujourd'hui, le travail, il est partagé. Il est partagé à la façon libérale. C'est-à-dire qu'en gros, on a 20 millions de personnes qui travaillent et à qui on demande de faire des heures sup. Il y a 4 millions de personnes qui sont à temps partiel contraint, souvent des femmes, et il y a 6 ou 8 millions de personnes qui ne travaillent pas du tout. Et c'est ça, le partage du travail façon libérale. Nous, on préfère un partage du travail qui soit démocratiquement débattu via la réduction du temps de travail, une 6e semaine de congé payé, les 32 heures, et aussi effectivement tout ce qui permet d'augmenter les revenus du travail. Parce que effectivement, de l'argent, il y en a, on le sait, c'est simplement qu'il est mal réparti, et ce genre de politique, ça permet une meilleure répartition de la richesse entre l'ensemble des salariés. Je l'ai dit, lutter contre le travail précaire qui touche les femmes à 80%, à temps partiel. Donc voilà, sur ces solutions concrètes, sur le travail et sur le temps de travail. Effectivement aussi, il faut abroger la loi El Khomri. Bon, mais ça c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est nécessaire parce que cette loi, elle dit que le contrat est supérieur à la loi. Et on le sait très bien, dans le rapport du fort au faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Donc, il faut revenir sur cette loi qui permet de passer des contrats d'entreprise qui sont supérieurs au droit du travail. Je l'ai dit aussi, si on arrive comme ça à recréer de l'emploi, en augmentant les salaires aussi, via l'augmentation du SMIC, ça va régler aussi le problème des retraites. Parce que le vrai problème des retraites, c'est le chômage. Parce qu'aujourd'hui, en reculant
l'âge de la retraite, ben, qu'est-ce qu'on fait? On transforme des jeunes retraités en vieux chômeurs. Et ce n'est pas la solution. Parce que si on arrive, comme c'est possible avec la réduction du temps de travail, refaire aussi du CDI, la norme d'embauche, si on arrive voilà, à redonner de l'activité, ben, les cotisations elles vont rentrer, donc le système par répartition, ben, il pourra être conforté, il pourra être sauvé. Et il y a aussi un dernier élément sur l'emploi en général, après je parlerai rapidement des PME, des TPE, mais sur l'emploi, il y a cette idée que l'État peut être l'employeur en dernier ressort. C'est-à-dire qu'au lieu de payer des indemnités chômage à des chômeurs, ben, l'État soit en capacité de créer des emplois socialement utiles, pas des petits boulots, pas des bribes d'emploi, mais des vrais boulots socialement utiles, que ce soit pour l'environnement, pour s'occuper des personnes âgées, pour travailler dans les écoles, que l'État crée ces emplois et les confie à des chômeurs de longue durée en rapport avec leur qualification, bien sûr. Parce qu'on dit, ça aussi, on dit ça va coûter cher. Sauf que le CICE c'est 20 milliards d'euros, le CICE. Et ça a créé 100 000 emplois. Je vous laisse faire le calcul de combien coûte un emploi via le CICE. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'utiliser ces 20 milliards pour créer des emplois de qualité avec une utilité sociale ou environnementale et les confier à des chômeurs de longue durée, par exemple, pour résoudre ce problème qui touche près de 2 millions de nos concitoyens. Donc voilà, tout ça, c'est des choses concrètes, des choses qui permettent de répondre à l'urgence sociale. Et plus spécifiquement, et c'est intéressant aussi dans nos territoires, c'est l'attention qu'on doit porter aux TPE et aux PME. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est elles qui créent l'emploi au plus près des territoires, des emplois non délocalisables et des emplois qui sont utiles sur le territoire. Donc ces entreprises, ces TPE, ces PME, ben, il faut les accompagner et il y a plusieurs choses pour ça, notamment par exemple, ne serait-ce que de revoir l'impôt sur les sociétés qui aujourd'hui, on a le clergé contre nous, c'est un remake de Don Camillo. Donc simplement je disais, oui, par rapport aux PME et aux TPE, l'impôt sur les sociétés, aujourd'hui on sait que les grands groupes ne payent que 8% en moyenne d'impôt sur les sociétés, alors que nos PME payent 30% d'impôt sur les sociétés. Donc il faut remédier à cette injustice en refondant l'impôt sur les sociétés pour aider, accompagner nos PME et nos TPE. Il y a aussi l'idée d'avoir une banque publique qui permette d'accompagner nos entreprises pour leurs investissements. Une banque publique qui prête aux PME et aux TPE. Faciliter aussi la reprise des TPE et des PME en coopérative. Ça, c'est très important. Quand une entreprise, souvent une entreprise familiale, n'a pas de repreneur, eh ben, l'entreprise, elle ferme. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir permettre aux salariés de reprendre leurs entreprises sous forme de coopérative. Et il y en a qui fonctionnent et qui fonctionnent même très bien, donc c'est pas du tout un souci. Et ensuite, un dernier volet qui peut être très important pour nos entreprises locales, c'est la commande publique. Toutes les collectivités, on pourrait revoir le fonctionnement du Code des marchés publics pour favoriser les TPE et les PME dans la commande publique, et notamment les TPE, les PME locales, de façon donc comme ça à créer de l'activité non délocalisable là aussi pour nos PME et nos TPE. Dans l'urgence sociale, donc ça c'est pour le volet économique, mais dans l'urgence sociale, il y a aussi un volet qui est important, c'est l'école, c'est l'éducation. Aujourd'hui, au niveau du brevet des collèges, 97% des enfants des familles favorisées, 97% réussissent le brevet. Quand on passe dans les milieux défavorisés, c'est plus que 75%. Est-ce que ça veut dire que les enfants des classes défavorisées sont plus bêtes que les enfants des classes favorisées? Non, j'y crois pas. C'est simplement que l'école ne met pas assez les moyens pour accompagner tout le monde. Et il faut effectivement refaire une école publique, laïque et vraiment gratuite, et y compris la cantine. Parce que, effectivement, la cantine, c'est souvent le moyen pour certains enfants de faire un repas équilibré et souvent le seul de la journée. Donc il faut qu'on soit en capacité de remettre vraiment l'école gratuite, de scolariser les enfants dès 2 ans,
parce que c'est là que se fait la socialisation, et c'est là aussi où on peut, à la base, attaquer les inégalités, baisser évidemment le nombre d'élèves par classe, recruter 60 000 enseignants de plus, et miser aussi sur l'enseignement professionnel public, parce que c'est ça qui va permettre de monter en qualification et de pouvoir accéder de la meilleure façon sur le marché de l'emploi. Donc voilà, il y a vraiment un chantier important sur l'école, mais avec en fil directeur de refaire vraiment une école publique, laïque et vraiment gratuite. C'est ça qui est fondamental pour la cohésion sociale. Autre élément important, c'est la santé. Et dans nos territoires, on est vraiment confronté à des problématiques de désertification médicale. Ça, c'est une inégalité sociale importante, c'est-à-dire qu'il y a des millions de Français qui sont exclus d'un accès rapide aux soins, voire tout court d'un accès aux soins. Et parce que la santé, c'est aussi une question d'aménagement du territoire, c'est une question comment dire, oui, d'égalité, parce que dans nos territoires, c'est vrai qu'on ne peut pas attirer des familles jeunes si les enfants ne peuvent pas se faire soigner. Et puis, c'est aussi compliqué pour les personnes âgées si elles doivent faire beaucoup de routes pour se faire soigner. Donc la désertification médicale, c'est un enjeu important. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le système actuel, fondé sur la médecine libérale, ne remplit plus complètement ses obligations. Parce qu'on a fait reposer un service public sur la bonne volonté d'acteurs privés qui aujourd'hui ne veulent plus, et c'est légitime, ils veulent avoir des conditions de vie, des vacances comme les autres, ainsi de suite. Donc une des solutions pour pallier à la désertification médicale dans nos territoires, c'est la création de centres publics de santé. C'est possible, on l'a fait à Capestan, avec 3 médecins salariés, et avec donc le tiers payant généralisé, donc les patients n'avancent pas les fonds pour leur consultation. Et donc ça c'est possible de le généraliser au niveau national et de dupliquer comme ça cette expérience de façon donc comme ça à résoudre cette difficulté qui est majeure dans nos territoires, qui est la désertification médicale. Et effectivement, ça ne coûte pas aux finances de la commune, ce centre public de santé, parce qu'on paye les salaires des médecins, mais en contrepartie, on a le prix des consultations qui rentrent. Donc ça s'équilibre. Voilà. Et donc c'est ce genre de solution qui peut permettre de prendre le relais du système actuel qui, aujourd'hui, connaît des défaillances. Et c'est quelque part du gagnant-gagnant, parce que les médecins, ils ont une qualité d'exercice, une qualité de vie améliorée, puisqu'ils ont des congés, ils travaillent 35 heures, et puis les patients, ils ont un service public de proximité, de qualité, et c'est ça aussi l'aménagement du territoire. Alors sur la santé, il y aurait beaucoup à dire, et notamment par rapport à la Sécu, évidemment, la Sécu c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, qui fait partie de l'histoire de la France. Et la Sécu, plutôt que d'essayer de l'affaiblir à coup de baisse de charges comme on l'a fait depuis des années, il faut au contraire la renforcer et aller vers des remboursements à 100% par la Sécu. Parce que finalement, c'est le système le plus efficace. On s'aperçoit aux États-Unis qu'il y a des systèmes privés de soins, de santé. C'est beaucoup moins efficace, ça coûte beaucoup plus cher. Et au final, le service à la population est de moins bonne qualité. Donc il faut vraiment qu'on revienne vers cet esprit initial de la sécurité sociale avec un remboursement à 100% de l'ensemble des soins prescrits, et notamment l'optique et le dentaire. Et ça aussi, c'est possible, parce que si on arrive à recréer de l'activité, les cotisations vont rentrer, et donc la Sécu pourra se financer. Il y a aussi l'hôpital public, évidemment. Sur le territoire, on a 2 hôpitaux, à Saint-Pons et à Bédarieux. Donc ça aussi, ça fait partie du service public, parce que c'est une question là aussi d'aménagement du territoire. Et au niveau de l'hôpital, il faut évidemment sortir de la tarification à l'activité qui fait rentrer quelque part le système marchand dans l'hôpital. Il faut revenir vraiment à un service public hospitalier doté convenablement et avec des conditions de travail correctes pour les soignants. J'en viens à un point qui me tient particulièrement à cœur sur l'urgence sociale, et j'en terminerai là-dessus sur l'urgence sociale, c'est la question des territoires. Voilà. L'aménagement des territoires. Il y a une chose qui est importante, c'est de revenir, à mon sens, sur la loi NOTRe. Parce que cette loi NOTRe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle organise un aménagement du territoire, finalement, qui serait fondé sur des grandes métropoles reliées entre elles par des lignes TGV. Et tout le reste, c'est passé par pertes et profits. Et tout le reste, on en fait partie. On en fait partie, et on n'est pas des citoyens de seconde zone. On a envie de vivre
dans de bonnes conditions sur nos territoires. On n'a pas envie de devoir s'exiler à Montpellier ou à Toulouse parce que tous les emplois partiraient là-bas, parce que tous les services publics partiraient là-bas. Donc il faut revenir sur la loi NOTRe, il faut revenir sur les baisses de dotation aux communes, au transfert de compétences forcées, parce que ça les vide de leur autonomie, ça les vide de leur substance. Il faut aussi revenir sur les fusions à marche forcée d'intercommunalités qui éloignent les élus des citoyens. Et ici, on en a malheureusement un exemple, un contre-exemple dramatique, c'est la fusion du Minervois, Saint-Pons, Orbéjor, qui fait un ensemble qui n'a aucun sens en termes de vie et qui ne permet aucune mutualisation. Qu'est-ce que vous voulez mutualiser entre Olonzac et Olargues ? C'est vraiment quelque chose de purement technocratique. Et le seul résultat qu'on a, c'est que ça éloigne, une fois de plus, les élus des citoyens. Il faut au contraire revenir sur la proximité, refaire des communes les lieux de vie, les lieux d'exercice des services publics. Et les intercommunalités ont du sens, mais sur des bassins de vie pertinents et pour vraiment des intercommunalités de projets, pour créer des projets qui soient utiles aux citoyens et pas des gros machins technocratiques qui sont dessinés depuis un bureau. Donc ça, voilà, la loi NOTRe, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on agisse pour redonner la vie à nos communes. Donc voilà pour toutes ces dimensions. Bon, j'ai essayé d'être le plus bref possible, mais c'est tellement, il y a une telle cohérence dans l'ensemble que voilà, l'urgence sociale, elle a toutes ces dimensions, l'emploi, nos PME, l'école, la santé, les territoires. Donc vraiment proposer un aménagement du territoire avec effectivement aussi l'importance des services publics. J'en ai pas parlé, mais c'est une évidence. La Poste, les perceptions, tous ces éléments qui maintenant se concentrent et qui s'éloignent là aussi des citoyens. Il y a des soucis par exemple à Bédarieux, au Bousquet d'Orbe, sur un bureau de poste, à Cessenon, il a été en danger, il a été sauvé, à Puisserrier aussi. Enfin voilà, tout ça pourquoi ? Parce qu'on nous dit il faut se regrouper, parce que maintenant les gens ils préfèrent la dématérialisation, ils préfèrent Internet et tout ça, mais c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui n'ont pas les moyens d'accéder à Internet ou qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc il nous faut vraiment mettre l'accent sur des services publics de proximité, humains et accessibles. Et c'est ça l'enjeu de l'aménagement du territoire, avec aussi évidemment les transports, parce que la mobilité c'est une question importante dans nos territoires. Je pense à la ligne Béziers-Neussargues par exemple, qui est menacée. Ici par exemple, pour aller de Cessenon à Puisserrier, qui sont distantes de 15 km, pour y aller en transport en commun, on met 2 heures, parce qu'il faut passer par Béziers. Voilà. Donc les transports en commun, les transports publics, on doit mettre l'accent là-dessus. Alors ça ne veut pas dire qu'on va créer des lignes de cars partout, mais réfléchir à des moyens d'autopartage, de transport à la demande. Voilà, toutes ces choses qu'on ne peut faire qu'au niveau communal ou intercommunal, parce que les élus ont la connaissance des problématiques du territoire. Et que si on continue à déposséder comme ça nos communes de leurs prérogatives, au final on ne trouvera plus personne pour s'occuper des communes. Parce que si on dit à ceux qui veulent s'engager pour être maire ou pour être conseiller municipal, il va te rester à gérer le 14 juillet les crottes de chiens, il n'y aura plus personne. Et quand on s'en apercevra, il sera trop tard, parce qu'on passe par pertes et profits tout le travail qui est fait par nos élus municipaux et nos élus locaux. Donc ça, voilà, dans l'aménagement du territoire qu'on doit proposer, les communes doivent garder une place centrale. Alors, je vais dire quand même quelques mots de l'urgence écologique, parce que c'est fondamental. L'urgence écologique, c'est aussi un enjeu social, parce que c'est, préserver notre planète, préserver ce qu'on va transmettre à nos enfants. Et pour ça, il ne faut pas le laisser au marché. Là, aujourd'hui, il y a des marchés du CO2 pour acheter, revendre des droits à émettre du CO2, ainsi de suite. De ça, il faut en sortir parce que ce sera inefficace. Il faut vraiment une planification écologique, c'est-à-dire quelque chose qui soit pris en main par la puissance publique, avec des investissements massifs, par exemple 100 milliards. On propose 100 milliards pour des investissements en matière de transition écologique, en matière de transport, donc tout ce qui permet de passer à une économie décarbonée, oublier les anciennes énergies fossiles, évidemment dire non au gaz de schiste, ça c'est une évidence, parce que c'est reculer pour mieux sauter finalement. Il faut au contraire miser sur les énergies renouvelables, qui créent beaucoup plus d'emplois sur nos territoires. Et bien pour tout ça, il faut investir. Il faut investir et seule la puissance publique peut le faire de façon efficace et
de façon à aller dans le sens de l'intérêt général et pas dans le sens des intérêts privés et des bénéfices qu'on pourrait en tirer. Et aussi, il y a l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et il y a un enjeu important, c'est sur l'isolation des bâtiments. On le voit dans nos villages, on a nos cœurs de village souvent qui dépérissent avec des passoires thermiques. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir être en capacité de rénover 700 000 logements par an. Alors au-delà de l'effet sur l'environnement, ça a un effet aussi sur le budget des familles, parce que si le logement est mieux isolé, eh bien, on va consommer moins de chauffage. Et puis ça aura aussi un effet important sur nos TPE, nos PME. Parce que qui est-ce qui va rénover nos appartements, qui est-ce qui va rénover nos maisons? Ben, c'est nos entreprises locales, c'est nos artisans. Et qu'il faut aussi accompagner, qu'il faut former aux nouvelles techniques, de façon à avoir vraiment des logements performants pour l'ensemble du territoire. Alors, aussi en matière d'environnement, on ne peut pas parler d'environnement sans parler d'agriculture, parce que voilà, les agriculteurs sont des acteurs majeurs de l'environnement, et notamment ici chez nous les viticulteurs. Donc les viticulteurs, ils ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer leurs pratiques, pour améliorer la qualité de leurs produits, avec des techniques pour éliminer les pesticides, la confusion sexuelle par exemple, pour éliminer certains parasites. Donc, mais par contre, il ne faut pas non plus leur imposer une écologie punitive. Il faut être en capacité de les accompagner dans le changement de leurs pratiques. Il faut que la collectivité investisse aussi à leur côté, par exemple pour faire des aires de lavage, comme ça se fait dans nos villages, des aires de lavage pour les machines agricoles. Donc voilà, il faut être en capacité d'accompagner nos agriculteurs, nos viticulteurs, pour accompagner leur démarche vers des pratiques biologiques et respectueuses de l'environnement, sans leur mettre le couteau sous la gorge, avec des interdits trop draconiens tout de suite. Il faut leur laisser le temps de changer de pratique, mais les accompagner vers un chemin qu'on aura dessiné. Il faut aussi les accompagner évidemment par rapport à la concurrence qu'on peut avoir, notamment pour la viticulture des vins espagnols. Hein. On n'a rien contre les Espagnols, ils ont le droit de vivre. C'est par rapport au système européen qui fait qu'on a cette libre circulation des marchandises, avec souvent des conditions de production qui ne sont pas égales entre les pays. Et c'est ça qui met en concurrence les hommes entre eux. Donc il faut qu'on soit en capacité de réformer cette Europe. J'en dirai quelques mots après, mais voilà, c'est pas qu'on veut pas de l'Europe, mais on veut pas de cette Europe-là qui met en concurrence les hommes et qui met en concurrence les peuples les uns contre les autres, alors qu'au contraire, il faudrait aller vers une coopération, parce que tout le monde a le droit de vivre sur son travail localement. Et c'est ça aussi, il faut insister sur la question de la relocalisation des activités, notamment les activités agricoles, avec comment on peut favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, de nouveaux agriculteurs, en sanctuarisant les terres agricoles pour limiter l'étalement urbain. Comment on peut aussi les accompagner donc dans leur installation. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Sur les circuits courts, voilà, les accompagner dans leur installation, mais aussi les accompagner dans la commercialisation qu'ils peuvent avoir de leurs produits via les circuits courts de proximité, pour que la valeur ajoutée reste sur le territoire et pour qu'on puisse avoir des produits de qualité sur nos territoires, notamment dans les cantines, dans la restauration collective, de façon à avoir d'aller vers 100% de bio dans la restauration collective, ce qui créera une demande pour nos agriculteurs, et c'est une façon aussi de les accompagner pour faire des productions locales de qualité. Il y a la problématique de l'eau aussi, évidemment, Serge en a parlé. On a de la ressource en eau sur ce territoire, il y a de l'Hérault, l'Orbe, mais il faut se préoccuper de la qualité, évidemment, avec justement l'interdiction des pesticides. Et puis, il y a aussi la question des conflits d'usage. Je pense par exemple au projet sur Casuldero, je crois, le golfe de Lavagnac, où effectivement, à Montagnac, et où effectivement on va arriver à des questions où on partage l'eau entre les agriculteurs et des activités qui ne sont pas forcément vitales pour le territoire. Et où on pourrait être amené, si on crée ce type de projet touristique, souvent démesuré, on pourrait être amené à des conflits d'usage qui nous conduisent à refuser l'installation de jeunes agriculteurs parce qu'il n'y aura plus d'eau pour mettre en place l'irrigation de leur culture. Donc c'est des choses comme ça sur lesquelles il faudra qu'on soit très, très vigilant sur l'accompagnement de la profession viticole qui est fondamentale sur nos territoires. Bon, je passe rapidement sur la filière bois, parce qu'on a sur notre territoire à la Salvetat une filière bois qui peut être un vecteur là aussi d'emploi
de qualité et d'emplois non délocalisables pour le chauffage, l'ameublement, la construction. Donc c'est des choses importantes pour une gestion durable de nos forêts. J'en viens au dernier point et je terminerai là-dessus. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais j'avoue que je n'ai pas répété ma présentation, mon intervention. Et bon, voilà, vous essuyez les plâtres en quelque sorte. Hein, mais il y a tellement de choses à dire sur ces sujets et qui sont passionnants parce qu'il faut montrer qu'on est en capacité de créer vraiment une alternative concrète et cohérente. Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors, le dernier volet, c'est l'urgence démocratique. Bon, vous l'avez compris, on est favorable à une 6e République où le Parlement est vraiment des pouvoirs importants. On est en faveur de la reconnaissance du vote blanc, parce que ça permet aussi à tout le monde de s'exprimer. Le vote des étrangers, non européens, extra-communautaires, aux élections locales, parce qu'effectivement, ceux qui sont installés depuis longtemps, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas prendre part à la vie de la cité dans laquelle ils sont impliqués. La possibilité aussi, pour des citoyens, de proposer des lois, de faire remonter comme ça des expériences du territoire à l'Assemblée, ça nous semble très important. La capacité aussi que vous pourrez avoir, si nous avons la majorité à l'Assemblée, de révoquer un élu. Parce que souvent, aujourd'hui, on vote une fois tous les 5 ans, et puis entre-temps, voilà, il n'y a plus rien à faire, et l'élu n'a aucun compte à rendre. Honnêtement, je ne trouve pas ça normal. Donc moi, il n'y a aucun souci. Si je fais mal mon boulot, vous me révoquerez et puis voilà, ce sera bien fait pour moi. Mais bon, rassurez-vous, je ferai mon possible pour le faire bien, mon boulot. Et quoi qu'il en soit, bon, je ferai évidemment des bilans de mandat réguliers, que ce soit auprès de la population, auprès des élus municipaux, des élus intercommunaux que je rencontrerai le plus souvent possible pour échanger avec les enjeux du territoire. Voilà, donc toutes ces questions, elles sont vraiment au cœur des problématiques qu'on a abordées et j'espère vous avoir convaincu de la cohérence du projet qu'on soutiendra et notamment les répercussions que ça peut avoir sur nos territoires, hein, on l'a vu, sur la désertification médicale, sur nos PME, sur les services publics, sur la santé, enfin, sur tous ces sujets, on a vraiment des répercussions très fortes sur nos territoires et il ne faut pas qu'on se laisse déposséder de l'aménagement de notre territoire par les grandes métropoles au détriment de tout le reste. On n'est pas des citoyens de seconde zone, on a envie de pouvoir vivre de notre travail sur notre territoire et c'est ça aussi ce à quoi j'essaierai le plus possible de m'attacher pour que vous puissiez vivre correctement, dignement dans ce territoire qui le mérite, avec donc des communes qui soient toujours le lieu de l'expression de la démocratie, qui soient toujours le lieu des services publics, le lieu du soutien au tissu associatif. Donc voilà, j'essaierai, je ferai mon maximum, j'y mettrai toute mon énergie pour être un député actif et à plein temps pour soutenir donc toutes les initiatives du territoire pour être aux côtés de l'ensemble des élus, des citoyens, des entreprises, des commerçants, des artisans, des salariés, de tout le monde pour faire voilà, de notre territoire, pour que vive notre territoire, pour vous, avec vous, pour ce territoire, pour nos communes et pour construire l'avenir, surtout pour construire l'avenir. Donc merci pour votre attention et n'oubliez pas, ensemble, les 11 et 18 juin, faites le choix du renouveau dans l'action, faites le choix de l'avenir en commun. Merci. Rassurez-vous, je n'aurai pas beaucoup plus à vous dire. J'avais récupéré un truc que j'ai oublié, c'est pas grave. Donc simplement, c'était pour vous donner le programme des réunions publiques à venir, mais bon, vous le recevrez vous l'aurez sur le tract que vous allez recevoir dans toutes vos boîtes aux lettres si ce n'est déjà fait. Donc demain à 18 h, on est à Rougeant, à 20 h 30 à Magalas. Et donc demain sera mardi, donc Rougeant, Magalas, et après mercredi, Saint-Chinian, Saint-Pons. Voilà. Ils sont là, ils sont là. Voilà. Et après, donc, effectivement, on a 2 réunions publiques par soir parce qu'on a fait le choix d'aller dans tous les anciens chefs-lieux de canton parce que c'est ça qui est vraiment le plus proche des lieux de vie.
Donc voilà, il y aura 15 réunions publiques, donc parlez-en autour de vous, qu'on puisse rencontrer un maximum de citoyens de ce territoire pour leur faire part de tout ce qu'on a à leur dire pour l'intérêt général. Voilà. Et je termine en vous invitant au vin d'honneur qui est servi par là, je crois. Voilà. Donc merci encore pour votre présence nombreuse, merci pour votre soutien, merci beaucoup. Sur la table là-bas à côté du vin ou là dans ma main, il y a des listes. Si vous voulez bien mettre votre nom, plus il y aura de noms dans le comité de soutien et plus nous pourrons communiquer notre force. Voilà, merci bien et bon apéritif.